Bonsoir, merci de nous avoir invités. On va essayer de parler en français. On espère d'être compréhensible. On va vous raconter un peu notre histoire parce que c'est assez particulier. On est un groupe qui naît à Turin en 1991 et qui est, dès le début, il essaye, comme il a dit, de faire des choses un peu, de chercher d'avoir des horizons un peu plus grands que notre ville. De ça, le nom, c'est indicatif. C'est un nom qu'on a choisi il y a 15 ans et on se le porte arrière. C'était quand même un nom, une adresse d'une architecture qui nous plaisait à Amsterdam. C'était une école en plein air de De Wicker, architecte hollandais. Et dans notre groupe, comme vous voyez les images qui sont arrière, on a toujours cherché d'utiliser l'imaginaire comme source d'inspiration. Et dans nos projets, souvent on utilise des bandes dessinées, des maquettes, instruments différents. On fait aussi, on a beaucoup de références, dans ce cas à l'art, la pop art américaine. Ça c'est un concours qu'on a fait pour Zara en Croatie, où il y a beaucoup de références à l'art, ou parfois le cinéma. C'est une attitude qu'on a dès le début cherché de maintenir parce qu'on pensait que c'était précieux d'avoir des références qui étaient un peu plus transversales. On va chercher de vous raconter un peu notre histoire à travers des projets et on a choisi de diviser en 3 sections la présentation. Il y a la première section qui est un peu plus liée à Turin, la deuxième section qui est strictement liée au projet lauréat d'Europan en Tuscanie qu'on a gagné et réalisé et qui a été sûrement une étape fondamentale pour notre parcours professionnel. C'est un long processus qui a duré plus que 10 ans. 10 ans. Et la troisième partie, on va vous faire voir un peu de projets plus récents qui sont à différentes échelles, mais qui sont strictement liés surtout au monde de l'art. On verra que pour différentes raisons, on fait beaucoup de projets qui sont liés au monde de l'art et aux collaborations qui sont toujours présentes dans nos projets. On partira avec un projet un peu manifeste de nos attitudes qui s'appelle la Mole Rovesciata. C'est un vieux projet qui a que faire La mole rovesciata, c'est la la mole couchée. La mole, c'est ce bâtiment sur la gauche qu'on voit, et c'est le monument de Turin. C'est un peu la tour Eiffel de Turin. C'est un projet qui a à quoi faire avec les symboles, et on avait fait une deuxième bâtiment qui s'appelle Mole couché, juste en face de l'original. C'était pas seulement une provocation, mais c'était quand même un projet qui se confrontait avec le monument et cherchait de raisonner sur l'histoire de notre ville, dans un moment qui était en transformation. Notre ville, c'est une ville industrielle et elle était déjà dans ces années en forte transformation à cause de la crise de l'industrie. Comme vous voyez, on continue à voir des images, beaucoup de maquettes. Ça, c'est la maquette de la maquette, parce qu'on a fait une grande maquette, c'est une espèce d'armoire de 2,5 mètres pour 2,5 mètres. À l'intérieur, dans chaque espace, il y avait encore des maquettes ou la télé, une vidéo. Ça, c'est
à cause des collaborations qu'on a et qui sont toujours nombreuses et qu'on aime avoir, qu'on a eu avec des gens qui font cinéma, des gens qui font, on verra, choses différentes aussi. Dans ce cas-là, on voit 3 dessins qu'a fait l'artiste de Turin, qui s'appelle Carol Rama, qui est toujours intervenu en dessinant sur des autres dessins. En ce cas-là, il l'a fait sur les dessins, le plan et la section et l'élévation de notre projet. Ce projet est né avec la collaboration fondamentale de Corrado Levi, qui est professeur d'architecture à Milan, et qui, dans ces années, vous verrez, il retournera souvent dans notre parcours. Enfin, on a publié ce petit bouquin, que c'est une édition italienne qui s'appelle Stampa Alternativa, 1000 lire. C'est le bouquin 1000 lire. Et c'était le pensier qu'il y a à l'arrière, c'est de faire des bouquins d'architecture qui coûtent vraiment très peu. 1000 lire, c'était à peu près 3 francs, je crois. Et après celui-là, on en a fait d'autres avec Ettore Sozzas, on a fait un coffre de 5 et c'était 5000 lire. ou avec Bruno Munari, on l'a fait sur le design, en curant ces bouquins. Ça, c'est un autre projet qui vient juste après. Il s'appelle Baci Urbani. En français, c'est comme bisous urbains. Et c'était un projet pour Turin aussi fait avec Corrado Levi. Il travaille sur... c'est une réflexion sur la ville et sur l'imaginaire, particulièrement des jeunes. On a proposé ce projet à la municipalité de Turin et c'était pour préparer la ville à la Biennale des jeunes artistes de l'Europe et des pays de la Méditerranée qui allait être à Turin dans quelques mois. L'idée, c'est celle de prendre un code, d'avoir une similitude entre la ville, entre le corps de la ville et le corps humain, et d'utiliser un langage qui est propre des jeunes et de transposer sur la ville. Alors on a pris un édifice historique juste près de la municipalité de Turin, dans le cœur de la ville, et on a fixé à 15 mètres d'auteur cet anneau en acier de 2,30 mètres de diamètre. On l'a inauguré il y a 10 ans à peu près. Ils nous ont donné et c'était un édifice classé parce que c'est dans le centre de la ville. On a dû faire demander le permis. Ils nous ont concédé, je ne sais pas comment on dit, la permission de le faire. Après quelques années, ils sont venus nous chercher, les policiers, et on a dû faire ce qu'en français il n'y a pas comme parole, c'est une espèce d'amnistie, entre le pardon administratif et l'amnistie. C'est-à-dire que tu payes quelque chose et tu fais devenir quelque chose qui est illégal, légal. Ça, c'est une façon italienne qu'on a dans plusieurs choses. On fait ça avec les taxes, on fait ça avec les maisons. Et c'est un moyen que le gouvernement a pour gagner de l'argent, parfois, quand ils ont besoin. Alors ça, c'est un projet qui est une espèce d'hommage au groupe Stalker, qui sont des amis romains. Il fait partie d'une série de projets qu'on va voir. On s'excuse parce que c'est peut-être pas vraiment l'architecture que vous pensiez de voir ce soir, mais c'est quand même notre histoire. On va vous faire voir différents projets. Ce qui lie un peu ces projets entre eux, c'est l'attitude de l'investigation et l'intervention sur l'espace urbain. L'espace urbain aussi dans ces espaces plus marginaux de la banlieue. On a cherché d'enlargir les horizons
d'utiliser des suggestions de regard et de regarder le quotidien avec un œil différent. Ce projet-là, c'est un hommage à Stalker qui a fait quelque chose de à peu près similaire à Rome. A été sélectionné pour la Biennale des jeunes dans la section Intervention métropolitaine, il s'appelait. Et c'est vraiment un trekking urbain. On a fait une exploration à pied avec le sac à dos et la tente de notre ville, en dormant en différents de ces lieux que vous voyez. Et le long du parcours, il y avait des événements, des performances, des concerts. Il se passait quelque chose. Et ça a été un moyen très intéressant et très amusant pour nous, mais très important pour porter l'attention à des territoires que normalement on ne voit pas. On traverse, peut-être en allant d'autre part, mais on ne voit vraiment pas. Et c'est ce qu'on retrouve ici, c'est un autre projet, toujours lié à ce groupe qui s'appelle Stalker, qui nous ont invités à faire ce projet autour de Rome. Il y a deux villages qui sont intéressés de forts phénomènes de déplacement. Tu me l'as dit tout à l'heure. De déplacement pour travail, banlieusage. Banlieusage. Et alors, sur ces autobus qui normalement ils prennent pour aller à Rome à travailler, se passaient des choses différentes. Et il avait invité des groupes d'artistes, de comédiens à faire des choses, pour faire voir aux gens qu'il y a des autres possibilités. Alors notre projet, qui s'appelait Occhiali Vista Capri, c'est-à-dire lunettes vues Capri. Et l'idée c'était de faire voir aux gens choses différentes. Alors on avait mis, à la place des lampes, on avait mis des diapos de lieux différents du monde. Et c'était comme pour suggérer aux gens que tu vois ce que tu veux voir. Que selon de l'attitude que tu as en regardant le monde, tu peux voir choses différentes. Et encore, ça c'est notre ami Lorenzo Romito. Et le long du parcours ici aussi, il y avait des choses, se passaient des choses différentes. C'est un peu une chose qui revient dans différents projets. Ça c'est un projet très difficile qu'on a fait parce que c'était une banlieue très dure de Catania, en Sicile. Et c'était un projet qui s'appelait MAP, un projet interdisciplinaire sur la ville, qui avait fait l'administration de Catania et avait la finalité de la promotion et le développement du rapport avec le territoire. Alors, on est arrivé là, où jamais personne va, parce qu'il n'y a pas aucune raison pour aller là. Ils pensaient qu'on était des policiers, il a fallu discuter, il a fallu un peu de temps, puis ils nous ont un peu adoptés, parce qu'ils ont compris qu'on n'était pas des policiers, qu'on était là, ils ne savaient pas vraiment pourquoi. Ils nous ont pris pour des assistants sociaux ou quelque chose de similaire. Et peut-être on était. Ça a été quand même une intervention dans cette banlieue, c'était un essai. Et il a été un essai pour nous, il a été un essai pour les gens qui l'ont accueilli. C'était de réinventer l'espace quotidien, l'espace qui était de personnes, à travers un laboratoire d'action, en jouant sur la limite qui est subtile entre l'art et la vie, la réalité, le rêve, le public et le privé. En confondant et en s'échangeant de rôles, parfois. Le tentative qu'on pensait nécessaire, c'était d'intervenir dans les contradictions de la vie contemporaine
et avec des suggestions qui sont les seuls capables peut-être d'amorcer des nouvelles modalités d'interaction sociale. Ça, le lieu est très différent. On est dans le cœur de l'Italie, Siena, une ville à l'opposé très très riche, une ville touristique où les gens vont, pas pour longtemps, mais pour voir des choses, des monuments très précieux. On a été invité par l'Académie des arts multimédiels de Sienne, Ars Nova, à gérer un stage aux étudiants du cours qui s'appelait Instruments et objets du paysage urbain. Et dans cette édition, le cours avait comme thème la ville touristique. Alors, il nous invitait à supérer la lecture stéréotypée de la ville touristique, avec quelque chose d'intervention qui puisse stimuler la réflexion des habitants et des touristes aussi. On a choisi de le faire à travers le jeu. Le jeu qui, grâce à sa nature, est libre de schémas fixes. Et il nous ressemblait un instrument adapte pour faire ça. Alors pour une journée, dans la ville de Sienne, c'est passé ça que vous voyez. Et tous les gens étaient dans un grand jeu. On a dessiné à terre des champs de jeu et on a joué, même dans la place del Campo, vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'est la première partie. Maintenant, on va vous parler du projet de Europe 1. Alors, toujours en Toscane, le projet était un projet lauréat pour Europe 1 3, à l'édition de 1993. D'abord, le site, Quarata, est une ville de 22 000 habitants à peu près, dans la plaine de Florence, entre Florence et Pistoia. Et ce n'est pas la typique ville toscane que vous imaginez, parce que c'est une ville qui a vu sa croissance dans les années 50, autour de l'usine de meubles de la famille Lenzi. Donc, dans les années 70, l'usine a vu une crise financière et après aussi un incendie qui a partiellement détruit les bâtiments. La fabrique a fermé et donc le site a été abandonné. Pendant les années 90, la municipalité a commencé à penser qu'il s'agissait d'un lieu très stratégique comme position dans la ville. Vous voyez que dans le territoire, Quarata a une croissance très dispersée. Vous voyez l'axe là-bas, l'axe d'entrée sur lequel s'est développé. Et donc, là, ici, il y a le site, l'area Lenzi, où se trouvait l'usine. Donc, pour l'administration de la municipalité, c'était une occasion extraordinaire de pouvoir acheter l'intérieur de 16 000 m² afin de démarrer une opération de requalification urbaine complexe. Alors, à travers la réutilisation, la création d'un pôle multifonctionnel qui devait revitaliser la ville. À Quarata, il faut dire qu'il manquait une centralité soit physique, soit fonctionnelle. Donc, à la fin de l'axe, il y avait les usines, il y avait une place d'entrée qui est un parking, mais il fallait créer une centralité, soit culturelle et soit physique. Donc, le thème proposé aux participants à la session d'Europe 1 3, c'était celui-ci. De créer une centralité à travers un pôle multifonctionnel. Alors, Quarata, la municipalité a décidé de participer et 50 groupes d'architectes ont participé.
entre eux. Cliostrate a gagné avec un autre architecte finlandais, Jarmo Raviala. On était lauréats. Et deux autres projets d'un autre architecte finlandais et d'un anglais ont été mentionnés. La méthodologie qu'on a proposée pour le projet de concours était basée surtout sur la lecture du code du territoire. Donc, c'était une découverte de ce qui était ce qu'on appelait le code génétique propre du territoire. Donc, on a passé, avant de faire le projet de concours, on a aussi passé beaucoup de temps à nous promener avec la Vespa sur les collines, en découvert de ce qui est les caractéristiques propres du lieu et quelles pouvaient être les valeurs propres du territoire pour revitaliser, recréer une nouvelle centralité. Alors, l'objectif général, c'était celle de revitaliser et stimuler les énergies déjà présentes dans la ville. Donc, la vocation du meuble, je ne sais pas si je le dis, mais Quarat a vécu sur la production du meuble et même aujourd'hui, il y a beaucoup d'usines qui fabriquent du meuble de haute et basse qualité en même temps. Et donc, là, vous voyez la maquette du concours. Donc, l'idée, c'était celle de créer une liaison entre la place où on arrive sur là, c'est l'axe qu'on voyait avant, et de créer une rue piéton sur laquelle il devait se créer tous les nouveaux bâtiments, soit publics, soit privés, parce que la mixité fonctionnelle prévoyait soit des logements, soit des bâtiments publics. Alors, notre proposition était celle de ne pas donner une réponse seulement architecturale tout court, mais de prévoyer tout un phasage, de proposer un plan guide. Donc, disons, pour faire confluer des acteurs différents, soit privés, soit publics, et on imaginait bien que c'était une transformation qui pouvait durer pendant des années et pour laquelle il fallait travailler avec l'administration aussi. Donc, après le concours, il y a eu toute une phase de création des instruments urbanistiques pour la réalisation. Donc, il y a eu un séminaire, vous voyez, où on participait, soit Cliostrate, soit les autres participants, deux finlandais et un anglais. Et l'administration a fait un programme de requalification urbain pour arriver à l'adoption d'un instrument urbanistique et pour arriver aussi à avoir des projets pour demander des financements européens qui leur permettaient de réaliser tout ce projet. Vous voyez ici le plan du projet préliminaire. Donc là, c'est la place existante qui est un parking. Là, c'est le nouveau axe piéton. La place centrale piéton aussi et les bâtiments pour vous. Là, il y avait un grand îlot des logements qui, dans cette phase-là, était partagé par les 4 équipes. Donc, chacun avait fait une partie du projet. Au cours des réalisations, la municipalité a décidé de vendre ces terres pour gagner l'argent pour pouvoir réaliser les bâtiments publics. Donc, le Polo Tecnologico, l'idée c'était celle d'avoir une espèce de laboratoire lié au design de meubles, soit comme formation pour les jeunes, soit comme exposition. Ici, il y a la bibliothèque publique, tout devait animer la place, la nouvelle place. Et puis, il y avait tous les espaces, le terminal des autobus sur l'axe jusqu'à l'église. Posso andare avanti?
dans la phase successive, ici vous voyez encore des dessins de la phase de projet préliminaire. Un des idées pour le... Aspetta, metti-la prima. Ici, c'était que l'espace, le thème d'Europe 1, c'était que l'espace public de la place rentrait dans le bâtiment. Donc, c'est le bâtiment, le polo technologico, avait en effet une vocation soit expositive, soit de formation. Et puis, l'autre idée, c'était celle d'avoir ces sortes de... come dice già? Scafalatura, cosa dicevamo? Structure métallique. Structure, oui, métallique, pour avoir aussi un espace qui était pas à l'intérieur et à l'extérieur pour des expositions et pour jouer aussi sur l'espace public. Non, ça c'est le projet du Finlandais. Oui. Et ça, c'est la bibliothèque qu'on a fait nous. Seulement un détail, je voulais vous dire, quand on a fait le concours d'Europan, entre nous, il y avait seulement un architecte. On était tous les autres étaient étudiants. Et on a pu participer grâce au seul architecte, mais on était très jeunes. Et le maire a été très courageux parce que quand il nous a vus, il ne croyait pas qu'on était les gagnants. Alors il avait un Finlandais qui quand même, c'est loin, c'est différent, les lois, les choses. Et il avait des étudiants. Et ils ont été courageux. Oui, il faut dire que la municipalité, le maire aussi de Quarat a été un personnage fondamental dans toute cette histoire parce que c'est lui qui a poussé, a eu la volonté de réaliser et de se mettre en jeu pour réaliser quelque chose de différent, de croire aux jeunes architectes. Donc voici alors la phase du projet exécutif où pendant le temps quelque chose a changé, mais les logements, comme on a dit, ont été enlevés. Et là, il y a aussi un parcours public le long d'un petit fleuve sur lequel il y a deux aires, deux jardins, disons un parking et un jardin avec des jeux pour les enfants. Et ici, un nouvel bâtiment qui c'est la transformation d'un petit vieux bâtiment destiné aux bains-douches. Alors on va aller en Un bâtiment chouette. Ouais. Là, vous voyez quelques images. Là, c'est, disons, vu par la place d'entrée existante, c'est le début de l'axe piéton. Au fond, c'est le polo technologico. Là, c'est déjà la réalisation. Et là, c'est l'axe. Et au fond, il y a l'église. La place, et ici la façade de la bibliothèque et le pôle technologique. Et c'est des autres images. Les ici, logements sur la gauche. Oui, les logements que selon nous, c'est un peu une occasion perdue, mais on comprend bien la finalité avec laquelle a été vendue. Ils ont renoncé Et là, c'est la seule partie qui est restée, qui était l'exposition de meubles, qui a été rénovée, qui est rentrée dans le projet général, mais ce n'était pas fait par les architectes d'Europe 1. Ici, c'est la bibliothèque, encore les espaces ouverts. Encore là, la place. Là, c'était encore des dessins des particuliers des pavimentations. Et ici, un jeu. Ouais. Ah. Non. Pardon. Et. Non, là, c'est le petit jardin, le long du fleuve, ouais. Les bancs publics. On a tout dessiné. Oui, et là, c'est le terminus d'autobus. Donc. Là, vous voyez, c'était déjà parti. Là, c'était un jeu d'eau avec un béton brut et avec des passerelles en bois. Et puis là, le parcours qui nous amène jusqu'à la Chouette. Voici. Et là, vous voyez, alors ça, c'est l'ancien bâtiment qui était destiné, diurno, c'était le nom pour les bains-douches publics. Alors, on a joué un peu sur cette chose de diurne et nocturne. Donc, l'idée, c'était de
faire un projet pour un petit bâtiment culturel pour les jeunes. Donc les jeunes la nuit, nocturne, ça devient l'animal de la nuit, la chouette. Alors c'est parti un peu comme ça, comme provocation, mais effectivement, on a réalisé cet animal inquiétant, comme quelques habitants ont fait noter. Là, il y avait déjà un petit bâtiment pour les jeunes existant, et la chouette est juste à côté. On a pensé aussi à faire un jeu entre un chat et la chouette. Le chat essayait de rattraper le plumage de la chouette. Même dans la structure de l'édifice, vous voyez que c'est plus ouvert dans la part postérieure, vers le petit fleuve, et aussi la structure qui s'est faite par de murs en béton armé. Et là, c'est comme une sorte de plumage de l'oiseau. Les tentes aussi et les murs en béton. Cet édifice-là a eu une histoire complexe parce qu'à un certain point, la population a fait une pétition contre. Parce qu'il disait qu'il gâchait, on dit gâchait la ville. Mais vous avez qui vu ne la ville, respectait l'édifice à côté aussi. Ce n'est pas une grande ville, à être honnête. Et puis, il y a une grande tradition dans l'Italie et dans cette partie d'Italie de bâtiments qui ont un peu fantastique. Il y a un parc qui est intitulé à Collodi et à Pinocchio, dans le centre Italie, avec des figures d'animaux, la baleine. Et il y a le jardin de Niki de Saint-Phal, en Tuscanie toujours, avec ses figures fantastiques qu'elle faisait. Et il y a des exemples historiques aussi. Il y a le jardin de Bomarzo, qui est très beau, un jardin du 6e, je crois. Et il y a une longue tradition. À la fin, quand même, ils l'ont accepté. Oui, c'est devenu un symbole, un lieu qui est part de la ville. Mais même le chat qui est dans cet espace public, donc il y a beaucoup d'enfants qui vont jouer avec le chat. Et même l'animal inquiétant est devenu une partie de la ville. À côté, en particulier, donc ça c'est un des bâtiments duquel nous nous sommes occupés, et l'autre c'est la bibliothèque. Et voici là les maquettes, et là c'est en construction. Même les ouvriers, ils ont eu bien du mal à se cimenter avec ce gros chat. Et il y avait 2 lumières au début qui ont été cassées plusieurs fois, donc à la fin, la municipalité a décidé de le dessiner seulement. C'est dommage. Ça, c'est l'intérieur. À l'intérieur de l'édifice, il y a un café, des salles d'exposition et des espaces pour la musique, des salles insonorisées pour la musique. C'est une petite commune, c'est-à-dire cet édifice, c'est un peu le centre pour les jeunes. On fait un peu plusieurs activités. Ça, là, c'est la bibliothèque, la façade de la bibliothèque qui crée une sorte de théâtre sur la place. Bon, la façade est complètement couverte par des volets en bois. Alors, il y a un jeu de lumière de l'intérieur vers l'extérieur, comme des ombres chinoises. Et même à l'intérieur, il y a une lumière très agréable pour la possibilité d'échanger le type de lumière. Ici, vous voyez, pour la bibliothèque, nous avons aussi dessiné tous les meubles à l'intérieur. Nous nous sommes occupés de tout. Et là, c'est l'entrée. L'entrée, oui. Ici, vous voyez une salle de lecture. Et il faut dire aussi que... il y a des autres images. Ici, là, c'était la vieille structure du bâtiment existant. Donc, pour moitié, on a dû garder, parce qu'il devait être un renouvellement, formellement. Mais c'est un édifice complètement nouveau. Et donc, il y a cette coupure qui crée un jeu de lumière. On a gardé simplement un profil métallique. Oui,
pour dire que c'était... Pour pouvoir dire que c'était... Oui. Et même il y a eu des problèmes avec les voisins. Donc, on a dû faire des photos et garder cette Parce que le petite problème, c'était structure. qu'il y avait un bâtiment qui était assez proche du voisin. Alors, si on abattait le bâtiment complètement et on en faisait un nouveau, on devait s'éloigner. Alors, on ne pouvait pas s'éloigner, sinon on perdait la place publique. Oui. Alors, on devait tenir la distance. La position. Et alors, on a cherché un escamotage pour un peu italien pour faire ça. Et donc, on a dessiné tous les meubles, on a essayé de créer un espace confortable qui faisait envie de rester. Et je crois que les gens qui maintenant utilisent la bibliothèque sont très contents. Il y a aussi un espace à double hauteur pour les enfants, dédié aux enfants, pour lequel on a essayé de nous mettre à leur place et de créer vraiment des meubles pensés pour les enfants. Voici. Ici, il y a une autre réalisation, c'est aussi une crèche. C'est à Sesto San Giovanni, c'est à côté de Milan. Un édifice historique, une fois utilisé comme siège d'une association publique, qui vient transformer pour accueillir des activités pour les enfants. Donc l'idée, c'était celle d'essayer de nous mettre vraiment à quatre pattes pour imaginer quel pouvait être un lieu vraiment vu par les enfants. Donc, vous voyez ici qu'il y a des hublots comme des visages pour donner un coup d'œil à l'intérieur. Et puis, il y a des étagères bifrons avec des passages secrets dans lesquels on peut passer d'un côté à l'autre. Et puis, des murs un peu transparents, des jeux tactiles. Ici, vous voyez, il y a une protection du chauffage fait avec des matériaux différents pour faire des jeux tactiles pour les enfants. Et le positif et le négatif. Et aussi le meuble de la cuisine qui peut disparaître. Et aussi pour l'extérieur, l'idée c'était celle de créer une sorte de tricyclodrome, on dit, pour les enfants, où il y avait une sorte de station de service d'eau et un jeu comme ça. Et les billes dans le béton. Et c'était un peu ce projet aussi, celle de la partie de Quarata, c'était un peu un hommage à notre ami Bruno Munari, qui pendant le temps du projet est mort, avec lequel on a collaboré. On a fait aussi un bouquin de ces petites de 1000 lire. Là, on arrive à ce qu'on pense être la troisième partie. C'est le projet le plus récent. Et on va voir différents projets qui ont à quoi faire avec l'art. Il y a un lien étroit avec l'art. Et dans les derniers projets, il s'est développé. Et parfois pour des projets temporains, comme des exhibitions, et parfois pour des institutions des musées ou des fondations pour l'art. Dans ce cas-là, c'était un projet pour l'exhibition à Turin de Carol Rama, qu'on a vu dans le premier projet, qui avait fait les dessins sur la Mola Rovesciata. Et exactement 10 ans après, on a fait le projet pour l'exhibition. C'est la première grande exhibition qu'il y a eu à Turin, juste après que la Biennale de Venise lui a donné le Lion d'or à la carrière, en 2003. L'espace, c'est une fondation pour l'art, et on a dessiné la seule chose que nous ont demandé, et si tu peux seulement un moment retourner au plan, c'est ici, c'est la seule partie qui pouvait être fermée. Il y avait une porte, je ne sais pas comment on dit, sliding, parce que Carol Rama parfois fait des dessins un peu hard. Alors il y avait les écoles et ils étaient préoccupés. Quand même, dans le grand espace de la fondation, on a dessiné ces murs
Et l'idée, c'était qu'on pouvait toujours voir, d'une section, on pouvait voir la précédente et la successive. Parce que c'est chronologique, l'exhibition. Il y a quand même 60 années de... Ça, c'est les dessins prohibés, on dit prohibés. Et il y a quand même 60 années de carrière là-dedans. Et jusqu'à la dernière période, c'est une période un peu sombre, il y a le mur noir. Ça ressemble un tout petit peu le plan, et c'est une autre grande exhibition qu'on a fait à Florence pour la fondation Pitti Immagine. C'est une importante fondation qui s'occupe d'art, liée à Pitti, celui de la mode. L'exhibition a été dans une vieille gare abandonnée à Florence, c'est celle-là. L'espace, c'était celui-là. Il est très très grand, très très haut. L'exhibition s'appelait le quatrième sexe, le territoire extrême de l'adolescence. C'était une exhibition sur la condition de l'adolescence et entre la mode et l'art, parce qu'il y avait des cureurs artistes, cureurs pour l'art et pour la mode aussi. Alors, ils nous ont demandé de différencier l'art et la mode, et ça, c'est le blanc et le noir qu'ils font. Ils ne voulaient pas qu'on confondait les deux choses. Et puis, on a créé des espèces de boîtes en créant un labyrinthe. Il n'y avait pas de parcours, réellement. Et ça, c'est le résultat. C'était un peu une sorte de petite ville où il y avait des espaces ouverts, des rues plus étroites, et on pouvait nous promener dans une façon libre. L'idée, c'était un peu ça. Oui, il y avait un problème d'échelle parce que ce bâtiment est vraiment très grand. Alors, parfois, il y avait la nécessité de créer des espaces un peu plus intimes et parfois plus grands. Ça, c'est une autre exhibition temporaire qu'on a fait. Elle est importante parce qu'elle est assez nouvelle comme son conception. On a été invité par Luca Molinari, qui était à l'époque le cureur de la section d'architecture de la Triennale de Milan et promoteur de ce projet. C'est un son projet. Luca avait une thèse qui est que, en façon expressive différente, il y avait des architectes et des photographes italiens qui faisaient un parcours de recherche similaire. Alors, il a commandé à 3 artistes photographes, qui sont Armin Linke, Olivo Barbieri et Francesco Iodice, 3 œuvres inédites pour la Triennale. Et a invité 3 architectes à travailler avec eux et à mettre en scène avec des machines pour la vision les 3 projets. Alors là, ils sont nés différentes choses. Vous voyez les rues, par exemple, c'est Stalker qui a mis en scène les photos de Armin Linke. Et alors, il y a comme tu dois faire rouler les rues et tu vois les photos. C'est une espèce de voyage qui est le voyage d'Armin en faisant les photos. Nous, on a fait une chose très géométrique, très sérieuse, mais qui était nécessaire pour le projet de Francesco. Il y a eu un dialogue très intense avec lui. Et son projet demandait... son projet était 3... je crois qu'on dit filature, mais je ne suis pas sûr. Quand tu suis quelqu'un qui ne trouve pas. Et il les photographiait dans 3 villes différentes du monde. Il confrontait ces filatures urbaines. Et alors, il avait besoin d'un espace qui est né de cette façon géométrique. C'est un triangle, et sur chaque face du triangle, il avait une filature. Mais cette vision du centre, disons, on était recomposé, faisait ressembler une seule grande métropole, ces villes différentes. Alors, nous, on a pensé qu'en mettant une espèce de prisme qui avait le centre, avec des surfaces doucement inclinées, un peu inclinées, qui déstabilisaient un peu la perception.
Alors ça, c'était pour rendre un peu plus consciente la vision du visiteur. Puis ici de suite, là, on a mis ce projet, c'est pas vraiment pour l'art, mais c'est pour témoigner le rapport qu'il y a de collaboration avec les gens, qu'on encourage toujours et qu'on trouve que c'est très important. Ça, c'est un bar-restaurant qu'on a fait à Turin et où Francesco Iodice a participé. On lui a demandé, d'accord avec les clients, de faire un grand travail photographique le long d'un mur, que c'est pratiquement long comme le restaurant. Et à échelle naturelle, il a fait des photos de gens, de marché. Et puis le projet, il a à quoi faire avec les matériaux de la nature, avec les couleurs primaires. Et c'est un restaurant qu'il y a à Turin. Là, c'est des espaces, on a mis 2 exemples, des espaces pour l'art, mais plus stables. Ça, c'est une fondation qui est près de Turin, une fondation pour l'art privé-public. Et c'est une intervention sur un édifice historique. On a dû, quand même, on a voulu, ça s'est fait avec Corrado Levi aussi, qui était le copain du projet de la Molla Rovesciata. Et on a distingué très bien ce qui était nouveau de ce qui était ancien. Par exemple, le gazon ici, c'est gazon synthétique coloré dans le jardin. Et il y a ces taches, c'est les éléments du projet qui sont comme noyés dans le gazon. Tous les éléments qu'on a utilisés, les matériaux qu'on a utilisés. Pour le reste, la ville, on l'a simplement restaurée. Quand il manquait quelque chose, on faisait voir que c'était nouveau quand même. On distinguait le nouveau de l'ancien. Comme ici, par exemple, à droite, on voit un cas typique de simple restauration. À gauche, on voit l'intervention en béton qui sert pour faire entrer les cadres les plus grands. Parce que la villa est historique, il n'y a pas... Là, c'est un peu un jeu qu'on a fait dans le plafond. Le plafond. Des petits on animaux. a mis des petits animaux. Et là, c'est notre cas où on voit la partie historique aux premiers étages et la partie nouvelle. On ne peut pas se confondre. Et ça, c'est à Palerme, et c'est un musée qu'on est en train de faire. Il est en cours de travail, et c'est du 6e siècle. C'est très beau dans le centre de Palerme. Et ça, c'est une intervention très... rigoureux, minimal. Ouais, qui, on espère qu'il peut s'insérer dans la tradition italienne par exemple, de Scarpa, qui est juste en face avec Palazzo Abatellis, mais c'est une intervention très discrète. 2 projets pour la Biennale de Venise. Un pour un committant, c'est Illy, le café, qui est un des sponsors de la Biennale principaux et qui est beaucoup lié au monde de l'art. Il est lié au monde de l'art à partir de son logo qui a été dessiné par l'artiste pop américain Rosenquist. Et arrivé à les tasses qu'il fait dessiner chaque année par les artistes contemporains plus connus. Alors, tous les années, il lit comme sponsor, il fait des aires, des oasis pour le relax. Parce qu'à Venise, pendant l'été, si vous n'avez jamais été à la Biennale, c'est très chaud et parfois très fatigué. Alors, on a choisi de faire une chose très simple qui travaille avec la couleur et le logo, le carré du logo. Et avec le positif-négatif, on a créé en polyuréthane des choses, des chaises longues, des sortes de... il a eu un discret succès, peut-être grâce au fait qu'ils offraient le café. Mais... Et ça, c'est un espace pour l'archive. L'archive historique de la Biennale, il s'appelle ASAC. Et il garde tous les matériaux des différentes biennales dès les premières éditions. C'est un matériel très précieux, pas du tout connu,
parce qu'il a été fermé pour différentes années, parce qu'il n'avait pas un lieu où on pouvait consulter les matériaux. Alors en 2003, le nouveau directeur de l'archive, c'est Giuliano D'Empoli, il nous a appelé et il nous a demandé de mettre en scène l'archive qui allait se déplacer dans quelque temps dans un nouveau bâtiment. Alors il voulait faire connaître aux gens le patrimoine qui était inconnu, presque inconnu au public. L'idée c'était celle de montrer une partie de l'archive, la vraie partie de l'archive, mais il y avait des problèmes de sûreté comme ça. Alors on a fait une espèce de nuage de fragments de l'archive photocopiés, qui est un peu un symbole, c'est-à-dire la vastitude et les différentes choses qu'il y avait dans l'archive. Et en-dessus l'estrade en verre, il y avait des petits morceaux de l'archive réelle, et des vidéos et des choses. Et puis c'était un espace pour conférences aussi. Ça, c'est un autre chapitre. On va vous faire voir différents projets qui viennent d'une collaboration avec l'Institut d'Interaction Design, qui est près de Turin. Oui, dans les dernières années, s'est consolidé un rapport de collaboration avec cet institut qui s'occupe du design et en particulier du design interactif. C'était une école financée par Telecom Italia. Donc, la réflexion sur l'interaction nous a porté à nous confronter avec des différents types de projets. D'un côté, il y a les installations créées pour montrer le travail des étudiants, comme celle-ci qu'on voit, qui est à la Triennale de Milan. En jouant aussi avec l'utilisation des matériaux très simples, peu coûteux, qui utilisent une basse technologie. Ici, vous voyez cette installation, c'est toujours des petits bâtiments où chaque étudiant pouvait présenter son projet. Et c'est en occasion d'une installation organisée par Domus dans le stade de San Siro à Milan. Ici, il y a une autre installation, cette fois à Turin, en face de la scène de l'hôtel de ville. Là, au-dessus, il y a le tapis de Daniel Burin, qui était partie des Lumières d'artistes qui se jouent chaque année à Turin. Et aussi, c'est une sorte d'exposition des travaux des jeunes créateurs créatifs à Turin. Ouais. C'est là on l'a mise parce que parfois l'architecture est drôle. Nous, on avait pensé, c'était une période où il pleuvait, et on avait pensé, on doit couvrir ça. Ils nous ont demandé de couvrir. On fait des trous, comme ça, s'il pluie, la pluie va passer. Et puis la pluie, elle se ferme ici. Mais c'est bien parce que ça fait une espèce de long et on voit cet effet, c'est pas mal. Toujours avec Interaction, il y a un autre filon qui est lié au rapprochement des enfants aux nouvelles technologies. Donc, il y a eu toute une série d'expositions où les enfants, à travers les installations qui leur permettaient de jouer avec des matériaux très simples, mais pour les rapprocher donc, à cette nouvelle technologie. Et des autres projets, par contre, sont faits toujours en collaboration avec Interaction pour des institutions ou des clients particuliers, comme celle-ci, qui est faite qui s'appelle World City. Et c'était pour Pitti Uomo, en occasion de Pitti Uomo, qui c'est une des manifestations les plus importantes parmi les expos du monde qui a lieu à Florence. Et est organisée chaque année dans la Fortezza da Basso, c'était dans les espaces à l'extérieur. Un dernier projet, disons, interactif, c'est celui pour la ville de Cosenza, qui est dans le sud d'Italie, en Calabrie, pour laquelle on a été invité par l'étude de Rome de Ricci Spaini,
qui nous ont proposé de nous occuper en particulier de l'aspect interactif de ce musée d'art contemporain pensé pour la ville de Cosenza. Ici, vous voyez l'axe, donc l'idée c'était celle de créer ici un mouvement, disons, ça c'est la partie nouvelle de la ville. À Cosenza, il y a une partie historique très fascinante qui a des émergents artistiques, mais la partie nouvelle, avec cette donation d'un donateur qui était originaire de Cosenza, qui devait se réaliser par un phasage successif. Donc, l'architecte Mauseric s'est occupé en particulier des basements de la part physique. Et nous avons fait un projet d'interaction où la lumière peut changer de couleur et où les basements deviennent des sortes de bases informatiques pour les informations. Pour les informations où on peut changer de couleurs, on peut avoir des infos. Et surtout, il y avait aussi le problème de la protection contre le vandalisme. Et donc de le faire de la part de l'administration dans une façon un peu discrète. Alors l'idée, c'était celle de créer un système de contrôle, mais où en même temps, le visiteur était acteur parce qu'il pouvait être reprojeté sur des écrans dans l'espace public. Ici, c'est un autre projet. Donc, il y avait 12 invités par le coureur qui était Francesco Bonanni à se confronter avec le lieu, avec la nature et avec le jeu. Chaque artiste décide de faire participer le public dans une façon différente, dans une alternance de divertissement et relax. Nous avons créé cette sorte de toile d'araignée. Toile d'araignée, oui, pour jouer sur l'équilibre et le rapport avec la nature. Il y avait aussi un gros araignée qui était suspendu sur un arbre. Et c'était une sorte d'installation qui jouait sur l'instabilité, soit comme ce toile, soit comme jeu et comme relax. Et comme dernier, on va vous montrer un projet qui a eu lieu à Turin pendant les Jeux olympiques, sur lequel Matteo va vous parler. Ça, c'est le dernier projet qu'on vous montrera. Je suis désolé, mais le nom c'est anglais, c'est Snow Show, vous l'avez dit. Et c'est l'idée de Lance Funk, c'est un Américain qui s'est inventé ce projet, qu'il a conçu dans l'an 2000. Il a eu une première édition en Finlande, Laponie. L'idée, c'est celle de mettre ensemble, en couple, à travailler les artistes et les architectes. Et voir ce qu'il se passe. Alors, il y avait cette fois-là, l'occasion, c'était les Jeux olympiques à Sestriere, pas loin de Turin, où il y avait des Jeux. Ils ont invité, cette édition, il y avait nous, Clio Strat avec Paola Pivi, il y avait Norman Foster avec Jaume Plensa, les Beus Woods et Kiki Smith, Isozaki et Yoko Ono, Todd Williams et Billy Zien et Karsten Holler, et Patrick Houchin et Daniel Bourrin. 6 couples qui ont fait des travaux différents. Alors l'idée c'était de faire travailler artistes et architectes ensemble et de lui donner un matériau qui n'était pas conçu, et l'idée c'était d'éliminer le préjudice et les hiérarchies du monde du design et de l'art en travaillant avec l'eau, parce que finalement c'est l'eau. C'est pas de la glace, c'est pas de la neige, mais c'est l'eau, parce que, en particulier ici, en Italie, parce qu'en Italie, entre février et mars, il peut faire chaud aussi.
Alors ils étaient très préoccupés, on était préoccupés ici aussi, de la chaleur, parce qu'on devait travailler avec l'eau et on devait tenir en compte que notre installation pouvait se transformer. Ça a été comme ça, parce qu'il n'a pas neigé jusqu'à 3 jours des Jeux. Comme ça, on a dû changer le projet. Le projet devait être un peu différent, un peu plus haut, un peu plus grand. Et puis, il a neigé beaucoup, après les Jeux olympiques. Et l'idée, c'était celle de prendre un groupe d'arbres, notre projet, et de créer des espaces différents, de créer un rapport différent avec la nature, entre l'homme et la nature, la neige et les arbres. Et il y avait des espaces plus intimes, des espaces plus grands, et tu pouvais rentrer et faire un parcours qui avait des sensations différentes. L'idée de la fourrure colorée vient de... parce qu'on avait pensé de colorer la neige en rendant plus évident le processus de la chaleur. Mais ce n'était pas possible parce que c'était un lieu pour le golf et pour question d'ambiance et les colorants. Et on ne pouvait pas mettre aucun matériau dans la neige. Et puis alors on a décidé la fourrure. C'était un peu étrange parce que c'est une chose chaud et froid ensemble. Ça nous a plu. Ça, c'est les images Et ça, c'est comme il était à la fin de l'exposition. Le premier jour et la fin. En effet, ça a changé un tout petit peu. Mais la nôtre, c'était une des meilleures parce que il y en a, par exemple, Norman Foster qui a fait un travail sur une surface, la surface de la neige. Il a neigé tellement qu'il a disparu complètement. Bon, ça, c'est le dernier projet qu'on vous fait voir. On vous remercie.